Salam alaikum. Cette vidéo est une introduction pour chapitre 5 génétique humaine. Dans les leçons précédentes, vous avez appris les méthodes expérimentales telles que l'hybridation et le test de cross effectués sur des animaux et des plantes pour déterminer le mode de transmission des caractères héréditaires, connaître la relation entre les allèles et trouver le vrai génotype pour un phénotype donné. Mais, en ce qui concerne l'homme, l'étude de la transmission des traits humains ne peut pas se faire par des méthodes expérimentales basées sur l'essai de différents types de croisements. Les méthodes expérimentales ne peuvent pas être appliquées chez l'homme pour de nombreuses raisons, telles que le plus petit nombre de descendants d'un couple, le temps séparant de générations qui rendent l'analyse expérimentale plus difficile, ainsi que les problèmes bioéthiques. Mais que peut-on faire si un couple peut savoir s'il existe une possibilité de transmettre une maladie chronique à ses enfants? Dans ce cas, les scientifiques utilisent des méthodes statistiques qui dépendent principalement des informations fournies par l'arbre généalogique de ce couple. Comment? C'est ce que vous allez étudier dans ce chapitre. L'arbre généalogique ou pédigré est un diagramme qui montre l'apparition d'un phénotype spécifique dans une certaine famille. Cet arbre peut nous aider à comprendre la transmission d'un trait dans les générations passées pour permettre de prédire sa transmission dans les générations futures. Mais, d'abord et au cours de cette introduction, l'élève doit reconnaître l'importance du pédigré, apprendre comment peut-on construire un pédigré et faire également distinguer un gène porté par un autosome et un autre porté par un gonosome. Car on a besoin de ces informations de base tout au long de ce chapitre. Dans un pédigré, les membres de la famille sont représentés par des symboles. Les garçons ou les hommes sont représentés par des carrés, tandis que les filles sont représentées par des cercles. Les couples mariés sont reliés par une ligne horizontale qui représente le mariage. Mais si un couple est relié par deux lignes horizontales, cela représente un mariage consanguin, ce qui signifie que le couple est proche. Les enfants d'un couple sont reliés à la ligne de mariage par une ligne verticale et tous les frères et les sœurs émergent de la même ligne horizontale disposée de gauche à droite par leur date de naissance du plus âgé au plus jeune. Un fœtus qui n'est pas encore né est représenté par un losange. Les vrais jumeaux et les faux jumeaux se distinguent des autres frères et sœurs par les symboles suivants. Dans un pédigré, les générations sont représentées par des chiffres romains, tandis que les membres de chaque génération reçoivent des nombres. Et par convention, si un pédigré étudie la transmission d'un certain allèle, alors tous les symboles colorés représentent des membres qui ont cet allèle exprimé sur leur phénotype, tandis que les symboles vides représentent des membres qui n'expriment pas l'allèle étudié sur leur phénotype. Les symboles les plus utilisés dans un arbre généalogique sont montrés dans les documents E, page 93 de vos livres. Maintenant, après savoir comment lire un pédigré, il faut poser les questions suivantes. Comment un pédigré peut-il aider à étudier la transmission d'un allèle et quelles informations fournit-il? En fait, un pédigré permet de préciser un génotype ou donner un génotype probable des individus dans une famille, et cela permet d'évaluer la probabilité ou le risque d'avoir un enfant avec un certain caractère héréditaire. Un pédigré permet également d'étudier la mode de transmission des traits héréditaires. À partir de l'analyse d'un pédigré, vous pouvez découvrir si un allèle est dominant ou récessif et si un certain gène est localisé sur les chromosomes autosomiques ou gonosomiques. Vous pouvez donc utiliser l'analyse de l'arbre généalogique pour montrer si un allèle est dominant ou récessif. Considérez cet arbre généalogique d'une famille avec certains membres atteints de la drépanocytose ou l'anémie falciforme. Pensez-vous que l'allèle de cette maladie est dominant ou récessif? Comment peut-on savoir simplement en observant ce pédigré? Considérez l'homme atteint de la deuxième génération. Cet homme atteint doit avoir hérité au moins un allèle d'anémie de l'un de ses parents. Mais les deux parents sont phénotypiquement normaux et l'allèle de l'anémie n'est exprimé dans aucun d'eux.
Cela indique que l'allèle de l'anémie est récessif et masqué par l'allèle normal dominant. Maintenant, c'est un autre pédigré d'une famille avec quelques membres touchés par la migraine. Si vous observez bien le pédigré, vous pouvez voir que ce couple atteint donne naissance à un mâle en bonne santé. Cette fois, ce mâle a au moins hérité un allèle normal de l'un des parents. Mais les deux parents sont atteints de migraine, ce qui suggère que l'allèle normal est masqué par l'allèle dominant de la migraine. Mais en fait, dans le cas de troubles génétiques dominants, il est très rare de trouver un couple atteint du même trouble peut choisir de se marier. C'est pour cela que vous recevez comme ce pédigré dans la plupart des cas dominants. Maintenant, vous vous demanderez certainement comment peut-on penser pour prouver que l'allèle est dominant sans avoir un couple affecté ayant un enfant en bonne santé? Eh bien, il y a une autre stratégie à suivre. Une maladie dominante, qui est généralement rare dans la population, existe en pourcentage élevé dans une certaine famille de telle sorte que vous pouvez trouver au moins un membre affecté dans chaque génération. Ainsi, chaque fois que dans un pédigré vous trouvez que chaque membre affecté a un parent affecté, cela suggère que l'allèle de cette maladie est dominant. L'analyse généalogique peut également être utilisée pour déterminer la localisation d'un gène, qu'il soit autosomal ou lié au sexe. Rappelez que, chez l'homme, chaque cellule contient normalement 23 paires de chromosomes pour un total de 46 chromosomes. 22 des 23 paires de chromosomes sont appelés autosomes et se ressemblent chez les hommes et les femmes. Les chromosomes de 23e paire sont les chromosomes sexuels qui diffèrent entre les hommes et les femmes. Les femmes ont 2 copies du chromosome X, tandis que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Ainsi, un gène porté par un autosome est appelé gène autosomal, tandis que celui porté par un gonosome est appelé gène gonosomal ou lié au sexe. Puisque les hommes et les femmes ont les mêmes gènes autosomiques, la transmission de ces gènes sera indépendante du sexe de l'individu. Mais ce n'est pas le cas pour les gènes liés au sexe. Vous voyez, quand il s'agit de gènes liés au sexe, les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Une femme a 2 chromosomes X qui sont homologues et portent exactement les mêmes gènes. Cela signifie que pour tout gène porté par le chromosome X, la femme a toujours 2 allèles, comme vous pouvez le voir dans l'exemple suivant. A1 et A2 sont 2 allèles pour le même gène porté par cette femme qui possède 2 chromosomes X. Le génotype de cette femme concernant ce gène s'écrit comme suit: XA1, XA2. Mais les hommes ne possèdent pas de gonosomes homologues. En fait, les chromosomes X et Y de l'homme sont partiellement homologues. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les 2 chromosomes ont une partie homologue avec les mêmes gènes, mais aussi ont les parties qui ne sont pas homologues et qui ont des gènes différents. Ces parties sont propres à chaque chromosome. Ainsi, chez l'homme, seulement si le gène est porté par la partie homologue de X et Y, l'homme a 2 allèles pour ce gène. Dans cet exemple, le génotype de cet homme concernant ce gène s'écrit comme suit: XB1, YB2. Mais, si le gène est situé sur la partie propre du chromosome X, alors le mâle n'aurait qu'un seul allèle pour ce gène et le génotype de cet homme concernant ce gène deviendra comme suit: XC1, Y. Vous voyez que le chromosome Y ne porte aucun allèle pour ce gène, il est porté seulement par la partie propre au X. De même, si le gène est situé sur la partie propre au chromosome Y, le mâle aurait seulement un allèle pour ce gène également.
Et le génotype de cet homme concernant ce gène s'écrira comme suit. XYD1. Cette fois, l'allèle du gène n'est porté que par le chromosome Y et ne se trouve pas sur le chromosome X. Jusqu'à ce moment, ce sont les bases que vous devez connaître avant de commencer chapitre 5. Dans les documents suivants, on va apprendre comment peut-on utiliser un arbre généalogique pour déterminer l'emplacement d'un certain gène s'il est autosomal ou lié au sexe, et enfin, de calculer le risque pour un individu d'être affecté par un certain trouble génétique.